L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde dans 52 minutes de ce lundi 25 mars 2024. Nous allons démarrer par le Ghana, ensuite nous nous rendrons du côté de la Russie. Les Nations Unies ne seront pas en reste, le Brésil également et nous allons clôturer par Taïwan. Pour décrypter l'actualité internationale cet après-midi, je reçois pour vous Laurent Delors Faton, bonsoir. Bonsoir madame. Il est analyste et acteur politique. Également avec nous, Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales et consultant. Bonsoir. Bonsoir. Cap sur le Ghana, la loi anti-LGBTQ, opposition parlementaire et exécutif ghanéen à couteau tiré. Depuis quelques jours, le Ghana semble se diriger vers une crise institutionnelle. Laurent. Vous savez, c'est une crise qui n'aurait pas dû naître avant même de commencer à devenir une crise qui prend de l'ampleur. C'est une question qui ne nous concerne pas a priori. Mais depuis quelques années, on a laissé les failles au niveau médiatique et au niveau social, ce qui a fait que des valeurs qui n'étaient pas les nôtres ont commencé par s'imposer progressivement dans notre société. Et vous savez que derrière ces valeurs, il y a des lobbies. Ce qui passe au Ghana, ce n'est que la guerre des lobbies financiers et institutionnels qui cherchent à déstabiliser un pays. Et vous savez, si le Ghana n'arrivait pas à faire barrage à cette pratique, c'est évident que d'autres pays vont emboîter le pas. Et nous sommes face à une situation critique. Et il faut qu'on trouve, que les Ghanéens trouvent tous les moyens pour que l'interdiction de cette pratique soit un fait. C'est vrai que les gens vont mettre tout en œuvre. Ce sont les puissances que nous connaissons, ce sont les lobbies qui soutiennent ces pratiques qui vont tout mettre en œuvre. C'est d'abord le choc des cultures, des civilisations. Nous avons une civilisation et l'Occident, depuis des siècles, a voulu imposer toute cette civilisation. On en connaît d'autres. Des questions qui sont liées à certaines libertés, entre griffes, des questions qui sont liées à certains modes vestimentaires, des questions qui sont... Il y a des pratiques qui sont même attentatoires à la vie humaine. Et aujourd'hui, cette pratique qui a pris de l'ampleur, qui est devenue légale par ailleurs, c'est quand même normal que la société ghanéenne résiste et qu'on trouve toutes les formules pour résister. C'est vrai, avant que ça ne commence, vous avez vu que les institutions internationales et consorts ont sonné l'alerte. Mais ce n'est pas un combat gagné d'avance. Je pense que les Ghanéens ont intérêt à faire barrage, sinon toute la côte du golfe de Guinée va s'embraser et on ne pourra pas tenir longtemps. Mais il faut que les Ghanéens fassent quelque chose. Et que l'opposition, c'est une question qui n'est pas politique d'ailleurs. Elle pourra le devenir, hein? Oui, en réalité, elle n'est pas politique, mais elle doit prendre une allure politique. D'accord. Alors, c'est une question sociale qu'il faut régler. Alors, je me retourne vers vous, Hamzata, parce que le président ghanéen n'a pas encore promulgué cette loi. Voilà, tout de go, la minorité parlementaire qui décide d'engager une procédure de destitution. Oui, c'est un constat factuel qu'on peut faire par rapport à cette question, dans la mesure où
le chef de l'État est dans son rôle, soit il promulgue, soit il promulgue. Parce que dans le cas d'espèce aujourd'hui, même si on effectue un contrôle constitutionnel, je ne pense pas que ce soit contraire à la Constitution de façon technique du Ghana. Donc ça sera une loi probablement qui est constitutionnelle, qui n'est pas du tout anticonstitutionnelle, et la conséquence, c'est que le président ne pourra que promulguer. Alors, le débat, c'est est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Et je pense que c'est ce débat qui divise l'opinion ghanéenne, qui divise l'opinion africaine. Et mon confrère tout à l'heure a bien fait de rappeler que ce que l'Occident généralement émet comme norme, l'Occident veut l'imposer à tout le monde. Et je pense qu'avec le temps, ça passe de moins en moins. L'Occident est dans un blocage aujourd'hui qui l'oblige peut-être parfois à imposer ce qu'il estime comme étant la norme chez lui, mais ça ne peut plus continuer dans la mesure où l'Afrique a ses valeurs culturelles, l'Afrique a sa propre richesse, même si un président disait il n'y a pas si longtemps que cela que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La suite a prouvé qu'il avait tort d'évoquer ce genre de phrase, parce que l'Afrique a bel et bien une histoire. L'Afrique a une suite dans sa culture et dans ses différentes civilisations. Alors la question du LGBTQ+, comme vous étiez en train de le dire, c'est une question aujourd'hui qui épouse ce que j'appelle la mondialisation. Nous sommes désormais dans un village planétaire où les sujets qui sont débattus en Occident, un jour ou l'autre, arrivent en Afrique. Mais c'est à nous surtout, c'est à la société africaine surtout de prendre le pouvoir. Quand je dis prendre le pouvoir, c'est pas un coup d'État politique, non, mais de prendre le pouvoir social. Je pense que ce pouvoir social a longtemps été ignoré, a longtemps été mis de côté, mais il faudrait que ce pouvoir social puisse être réapproprié, surtout à cette jeunesse africaine, afin que les véritables sujets sociaux et sociétaux soient débattus sur le giron public et qu'on puisse surtout opinier en sorte que cela s'impose aux politiques. Si cela n'est pas fait, évidemment, les politiques vont prendre des décisions comme c'est le cas au Ghana aujourd'hui pour des raisons économiques, pour des raisons financières, parce que ce sujet épouse la mondialisation, c'est calqué aux institutions de Bretton Woods. Vous votez cette loi, c'est que derrière vous avez le financement des institutions de Bretton Woods. Vous ne le faites pas, c'est que vous perdez les financements. Or, nous savons le besoin aujourd'hui de l'économie dans la gestion d'un État, encore plus au Ghana, qui a traversé de multiples crises économiques et financières et se retrouve un peu dans un gouffre. Donc, je trouve que le président Nana Akufo-Addo est dans une sorte d'impasse. En même temps, il veut participer au relèvement économique de son pays. En même temps, il ne veut pas perdre la manne financière provenant d'ailleurs. Mais de l'autre côté, la question morale, la question culturelle continuera de se poser. Mais je ne pense pas que cela aille jusqu'à une destitution. C'est un peu une raison factice inventée par les députés pour continuer à alimenter leur désaccord avec le chef d'État. Alors, on se rappelle que cette proposition de loi a été adoptée par un large consensus au niveau du Parlement. C'était le 28 février 2024. Alors, ma question est à deux volets, M. Faton. Pourquoi aujourd'hui tous les pays africains se braquent quasiment lorsqu'on parle de cette loi? Et d'un côté, le président ghanéen a tenté un tant soit peu d'essayer de calmer les ardeurs, alors que le ministre des Finances, quant à lui, comme l'a souligné tout à l'heure Hamzat, est plutôt calqué sur la manne financière. Vous savez, nous avons cette mauvaise habitude de résoudre nos problèmes par d'autres problèmes. Le problème économique n'est pas à résoudre avec les valeurs occidentales. Ça fait plus de 60 ans qu'on est en train d'exploiter les modèles occidentaux qui ont échoué. Ces modèles ont échoué. Et chaque fois qu'on a des problèmes qu'on veut résoudre, on nous brandit l'étendard financier. Et quand on brandit l'étendard financier, c'est simple, on s'arrête, tout le monde s'arrête. Et on se dit que la solution est là. Et des années plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas la solution. C'est pareil encore aujourd'hui. Le développement économique, c'est un ensemble. Il y a les économistes et certaines personnes ont tendance à voir les questions économiques dans l'angle seulement de l'économie. L'économie est une question sociale d'abord. C'est quand une société se porte bien et que vous avez des humains bien portants qui créent l'économie.
Alors si vous avez une société décadente, désassée, vous ne pouvez pas avoir de l'économie. Alors quand on va vouloir jeter l'argent aux dirigeants en pensant que l'argent suffira à créer une société où l'économie pourra être prospère, c'est faux. Et qu'une fois encore, les Ghanéens sont... Si le ministre de l'économie se focalise sur la manne financière que les institutions de Bretton Woods, et on connaît ces institutions, comment elles fonctionnent, on pose encore mal le problème. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème d'ordre social. Et les gens ont tendance encore à détruire davantage le peu social qui nous reste. Et si on le détruit, c'est fini. C'est que la hantise des dirigeants, je suis désolé de le dire, ils ne sont pas assez préparés intellectuellement et humainement pour gérer nos États. Et quand ils sont là, les solutions qu'on leur apporte, les solutions passagères, qui ne sont pas des solutions efficaces, ils sont contraints de l'accepter parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. S'ils avaient des alternatives meilleures, ça prendrait du temps peut-être, mais on va résoudre le problème. La preuve est que les pays qui se sont développés, qui sont aujourd'hui les challengers des occidentaux, n'ont jamais été dans cette logique où nous sommes. Ils se sont repliés sur leur culture, ont fait développer la culture d'abord, les valeurs civilisationnelles de leur peuple se développer. Alors si à cause de l'argent, on doit fléchir et perdre encore cette valeur fondamentale, parce que cette valeur, c'est le socle de la société africaine. Si aujourd'hui on permet à ce que cette pratique arrive, c'est fini pour nous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, la peur que les gens ont, c'est que la population africaine, elle est tellement dynamique et elle évolue de manière très croissante. Alors si cette pratique rentre dedans, elle fléchit notre croissance et c'est fini pour nous. C'est-à-dire qu'on cherche les moyens par lesquels il faut déstabiliser et arrêter la croissance de l'Afrique. Alors si les gens ne savent pas que la politique qui se fait est ailleurs et qu'on regarde pour l'économie, on va toujours fléchir. L'économie n'est pas le problème. Surtout, partout sur la Terre, les gens sont développés sans un franc. S'ils sont unis, matures et ont de la vision, ils construisent l'économie. Ce qu'il nous faut, il faut que nos dirigeants aient de la vision et qu'ils fassent tout pour que le peuple soit uni et mieux formé. On pourra créer la richesse. Alors, ce n'est pas eux qui vont nous donner la richesse pour développer l'Afrique. Alors, pour sortir de ce sujet ghanéen cet après-midi, est-ce que dans le cas d'espèce, Hamzat, les pays africains ont raison de renforcer leur arsenal juridique? Alors, je pense que chacun se protège à sa façon. Si les États africains trouvent que... Oui, mais on constate qu'ils se protègent tous de la même façon. On durcit la loi. Oui, durcir la loi parce que c'est aujourd'hui le seul outil ou le seul mécanisme que les États au sens propre peuvent s'approprier grâce auquel ils peuvent peut-être combattre ce genre de choses. Mais moi, je préfère me référer à nos référents culturels. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de nous référer à ces référents culturels? Ce que la Chine a fait avec Confucius, avec Sun Tzu, ce que la Russie fait avec les Dostoïevski et j'en passe. Donc, nos référents culturels, où sont-elles? Où sont nos référents culturels? Et aujourd'hui, la question se pose. Ce n'est pas aux politiques, j'insiste là-dessus, ce n'est pas aux politiques de trouver des solutions à nos problèmes sociaux et sociétals. Ce n'est pas aux politiques de régler les questions sociales, parce que d'ailleurs, j'ai toujours dit que le social va toujours plus vite que le politique. Et ça se confirme une nouvelle fois. Le politique est en décalage, en déphasage avec la réalité sociale et sociétale. Et la preuve avec ces sujets le démontre si bien. Alors, cela ne veut pas pour autant dire que en rejetant la structuration LGBTQ, c'est bien ça, je vais y arriver. Ouais. Cela ne veut pas dire qu'on jette l'opprobre ou qu'on jette la pierre sur ceux qui le sont foncièrement. Non. Mais cela veut dire que dans notre culture, dans notre histoire, ça n'a pas lieu d'être. Monsieur Faton, lui, sent qu'il faut jeter... Oui, oui, c'est légitime parce que vous avez constaté que depuis quelques années, les Africains, la jeunesse africaine est frustrée par rapport à la gestion de l'ordre étatique, ce qui a occasionné beaucoup d'autres choses que je ne vais pas rappeler sur ce plateau. Mais ce serait encore un sujet qui n'apporte rien de plus dans le quotidien des Africains. Le quotidien des Africains est rythmé par quoi? L'insécurité alimentaire, l'insécurité économique, l'insécurité sociale, l'insécurité liée au terrorisme, l'insécurité liée
au taux d'employabilité qui est inquiétant. Donc, c'est autant de réalités auxquelles les Africains se rattachent aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas dire que ces questions liées au féminisme, il faut le dire aussi, liées au LGBTQ+, seraient pour eux une priorité, parce que ce n'est pas le cas. C'est peut-être la priorité, c'est dans l'agenda de l'Occident ou du monde occidental, mais ça ne l'est pas du tout pour la société, en tout cas la société africaine. Les politiques, c'est autre chose. Alors, deuxième sujet de cet après-midi, nous allons du côté de la Russie. Attentat de Moscou, le maître du Kremlin regarde vers l'Ukraine. L'État islamique revendique. Vladimir Poutine s'est enfin prononcé. Vous savez, depuis quelques semaines, la crise russo-ukrainienne a pris du plomb dans l'aile. On en parle de moins en moins. Et cet attentat est venu encore pour relancer une nouvelle fois le débat. Et vous avez vu les positions, cette fois-ci, les Occidentaux ne peuvent pas ne pas compatir à la ce qui s'est passé en Russie. Vous comprenez, bien qu'ils soient contre la Russie dans sa dynamique de guerre, ils sont tous obligés d'avoir de la compassion. D'abord, ça montre qu'au-delà de tout ce qui se passe, ils ont des intérêts en commun. Mais quand l'espèce humaine est touchée, il faut quand même qu'on trouve le point d'entente entre nous. Et que c'est la première leçon que moi je tire. Mais aujourd'hui, on vient encore d'embrouiller davantage les pistes. Parce que selon Poutine, selon les premiers propos de Poutine, c'est qu'il faut voir l'Ukraine. Il faut voir le président ukrainien. Maintenant, on tourne et l'État islamique de l'autre côté revendique. Qui est réellement contre la Russie? Quel intérêt l'État islamique a aujourd'hui à faire un attentat sur le territoire russe? Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils veulent un peu contrôler aussi la zone de l'Asie orientale? Quand on sait quand même que c'est la chasse gardée de la Russie, qu'on le veuille ou non. Alors ça relance tout le débat. Est-ce que la Russie sera... Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour que la Russie soit sur plusieurs fronts afin qu'on fragilise la Russie? Parce que c'est ça... En fait, qui est derrière l'attentat? Si c'est même l'État islamique. Vous savez que les secrets de l'attentat du 11 septembre 2001 continuent encore de sortir. Et on n'arrive toujours pas à savoir réellement qui sont les vrais commanditaires. Si c'est l'État islamique, qui sont les vrais commanditaires? Ne sont-ils pas en train de vouloir disperser la force russe un peu partout pour pouvoir mieux atteindre les objectifs? Parce que si la Russie doit attaquer maintenant l'État islamique, on sait que l'État islamique est invisible et un peu partout. C'est-à-dire que la Russie sera obligée de ne plus contrôler ses énergies seulement sur la Russie seulement, et voudra la disperser partout. Est-ce que cette dispersion, est-ce qu'elle est préparée à cette dispersion? D'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire que dès cet attentat, c'est une autre phase de la guerre russo-ukrainienne qui est en train de se déclencher. On attend de voir la suite et la réaction de Poutine. Alors, dans ses propos tout à l'heure, M. Faton l'a dit, dans sa sortie médiatique, Vladimir Poutine, qui a plutôt posé un doigt vers l'Ukraine, alors que dans ses propos, il n'a même pas fait allusion à l'État islamique. Écoutez, Vladimir Poutine, c'est un président de la République d'un État fédéral qui s'appelle la Russie, qui a une histoire. Un ex-agent. Donc, j'allais y revenir parce que je voulais évoquer la FSB, qui est quand même l'outil concentré sur le renseignement intérieur en Russie. Et si Vladimir Poutine prend le risque de faire ces allégations, ces affirmations, c'est qu'il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas de fumée sans feu. On doit être clair là-dessus. Et quand vous prenez aussi la schématisation de ces attaques, le concept de ces attaques et la fuite des terroristes en question qui allaient vers l'Ukraine effectivement et qui ont été stoppés à environ 400 mètres de la frontière, ça interroge. Pour le commun des mortels, ça interroge. Alors ce serait stupide de ne pas s'interroger. On doit être certain là-dessus. Et moi, je trouve qu'il faut laisser le processus aller à son terme. Il y a eu des affirmations, mais il n'y a pas de condamnation de façon concrète. Pour l'instant, je pense que on doit être prudent sur nos avis par rapport à la question. Que l'État islamique soit impliqué, je pense que c'est trop tôt aussi de le dire, parce qu'aujourd'hui... Oui, mais ils ont revendiqué, c'est eux-mêmes qui ont revendiqué sur le réseau social Telegram. Alors, écoutez, dans le concept de la guerre, comme Claude Wiese l'a démontré à plusieurs reprises, pour revendiquer quelque chose, surtout dans ce moment de guerre, dans ce moment trouble de guerre, il faut avoir un objectif. Quel est l'objectif de l'État islamique en Russie? Posons-nous la question.
Donc, ne relayons pas de façon commune ce que les médias mainstream disent. Nous, on combat tous les jours ce que les médias mainstream disent parce que derrière, il n'y a pas une approche scientifique, parce que derrière, il n'y a pas une véritable recherche au sens propre du terme. Et peut-être qu'on veut que, enfin, on veut que la masse reflète ce que ces médias pensent. Et ce qu'ils pensent n'est pas la réalité. On doit être clair là-dessus. Par contre, ce qui est la réalité, c'est ce qui est lié aux faits, c'est ce qui est lié aux enquêtes officielles, bien entendu. Donc, je suis pas en train de dire que l'État islamique n'est pas coupable. Au contraire, je suis en train de dire, laissons les enquêtes aller à terme, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que avec l'intelligence artificielle, une vidéo peut être truquée. On sait qu'avec l'intelligence artificielle, les choses peuvent aller plus vite. Et on sait aussi, avec ce climat de tension qui est dans le monde, au Proche-Orient, au cœur de l'Europe, eh bien, c'est facile d'instrumentaliser l'État islamique. Parce que qu'est-ce que l'État islamique? Comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, l'État islamique, c'est vague, ça n'existe pas en réalité. Mais il y a des gens qui pilotent l'État islamique. Et je ne vais pas évoquer ces gens ou ces organisations sur votre plateau, mais il faut savoir que c'est toute une fabrication de toutes pièces à la fin de la guerre froide. Et aujourd'hui, on en paye les frais. Il y a eu les attentats du 11 septembre qui ont encore mis ça en avant. Mais je pense que dans ce contexte de géopolitique où il faut créer de la tension ailleurs pour dominer, où il faut créer de la division ou créer la rupture pour continuer à alimenter, pour continuer à vendre des armes, pour continuer à dominer le monde, je pense que ce concept n'est pas du tout mort et il va falloir être prudent. Et je finirai là-dessus par rapport à Vladimir Poutine. Je dis ce que je pense par rapport à la question. Je pense que Poutine aujourd'hui en fait de trop par rapport à cette guerre. Dans la mesure où c'est une guerre de conquête qu'il est en train de mener aujourd'hui, une guerre de conquête. Or, sachant que depuis 1945, aucune guerre de conquête n'a jamais abouti. Les guerres de contre-conquête, par contre, ont abouti, notamment les guerres d'indépendance, avec l'Algérie, par exemple, ou le Vietnam. Mais les guerres de conquête n'ont jamais abouti. Et pour moi, c'est un peu tirer la charrue avant les bœufs, pour quelque chose qui n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a des morts dans les deux camps et aujourd'hui, c'est difficile de mettre un terme définitif à cette guerre parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de paramètres, le paramètre économique, le paramètre énergétique, le paramètre lié à la communication sont impliqués et ça va être difficile de trouver une sortie à ce tunnel. Alors, l'Ukraine était le premier pays à nier toute implication dans ces attentats de Moscou le week-end écoulé. Mais Vladimir Poutine, par contre, continue de pointer un doigt accusateur vers l'Ukraine. Alors, moi, la question que je veux vous poser ce lundi, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut analyser ces incursions de l'État islamique, ces incursions sporadiques des États islamiques, quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, c'était du côté de l'Iran, aujourd'hui, c'est du côté de la Russie. À qui le tour, Laurent? Le tour, on connaît que ça peut être à tout le monde, mais le tour sera probablement vers les pôles géostratégiques du monde entier. On les connaît, les pôles, on connaît les pôles. C'est l'Occident, tenu par les États-Unis et la Russie qui est en train de faire basculer. Oui, mais la France a subi avec des attentats du Bataclan. L'Occident, c'est tout ce qui est derrière les États-Unis et l'OTAN et qu'on sort. C'est eux. Mais la seule partie qui n'est pas encore intéressée ou qui n'est pas encore regardée dans cette géopolitique de l'État islamique, c'est l'Asie du Sud-Est là-bas. La zone, c'est entre la Chine et autres, le Japon et autres là-bas, qui ne sont pas encore assez intéressés. Peut-être que d'autres intérêts vont se délocaliser vers là-bas pour que cette zone devienne leur cible prioritaire. Mais sinon, pour le moment, c'est deux axes. Et vous savez, quand on voit tout, on sait que c'est une question de positionnement. Les gens, il y a une tendance aujourd'hui dans le monde entier, on veut changer l'ordre mondial. C'est que l'État islamique veut changer l'ordre mondial. La Russie veut changer l'ordre mondial. C'est que la Russie, c'est là où l'attentat en Russie doit quand même nécessiter beaucoup plus de réflexion et même de patience dans la réflexion. C'est que quel intérêt l'État islamique aura à attaquer la Russie alors que la Russie est l'un des grands acteurs de la reconstruction de l'ordre international. Si la Russie se bat pour que l'ordre international change et que l'État islamique aussi fait le même combat, je ne vois pas pour autant l'intérêt de l'État islamique à vouloir. C'est pour ça que j'ai dit, quelle main éventuelle serait derrière l'État islamique si c'est elle, effectivement, si c'est lui, effectivement, qui va c'est-à-dire que de toute évidence, c'est l'ordre mondial qu'on veut changer. Et Poutine, tout à ce qu'on dit,
Dans sa tête, il n'y a pas deux choses. Il faut que la puissance occidentale tombe. Que ce soit une guerre de reconquête ou une guerre de décolonisation qu'on sort, comment faire la Russie pour qu'on ne dise plus que les États-Unis... Peut-être une troisième guerre mondiale. En tout cas, la Russie aurait intérêt, ou bien a intérêt aujourd'hui à changer l'ordre mondial. Et la Russie, vous allez voir, elle cherche tous les moyens pour se rallier des partenaires. Vous avez vu la dernière fois, une petite discussion au Bénin, partout, c'est qu'elle veut quand même constituer une coalition qui va se structurer autour d'elle pour que l'autre ordre change. Et dans cette logique, elle peut faire la guerre partout elle-même. Mais comme la guerre de la Russie et de l'Ukraine est une guerre où l'Occident est présente, la Russie a tout intérêt à gagner cette guerre. Elle peut s'enliser ou pas, parce que si elle gagne la guerre, c'est qu'elle a vaincu l'Occident sur le plan symbolique. Parce que cette guerre, c'est un symbole. C'est pas la guerre en elle-même qui est importante, mais c'est le symbole que la chute de l'Ukraine représente pour la Russie qui importe. Et comment elle va faire pour qu'elle tombe? Vous avez dit, il faut qu'on prenne le temps pour analyser cet attentat. Est-ce que ce n'est pas une diversion de l'Occident pour que la Russie se sente... Parce que si la Russie, depuis tout le temps, son territoire est protégé, il n'y a pas de crise, elle a tout le temps qu'il faut pour déployer son arsenal vers l'Ukraine. Mais maintenant, si on ramène la guerre à l'intérieur, et que c'est l'État islamique qui est invisible partout, ça veut dire que la Russie aura trois fronts. Comment sécuriser le territoire national? Comment chercher à attaquer l'État islamique et comment attaquer l'Ukraine? Je pense que si les trois fronts sont ouverts, la Russie aura la peine à pouvoir vaincre et à gagner cette victoire symbolique dont elle a besoin pour que l'ordre change, même si ce n'est pas sur le plan factuel, que ça sera quand même à long terme. Parce que toutes les guerres, c'est d'abord le symbole. Alors justement, pour sortir, non pas pour sortir, tout à l'heure vous avez parlé du FSB, les services secrets russes. Est-ce que cet attentat du week-end dernier ne vient pas, tant soit peu, nous montrer un peu la défaillance aussi qu'il y a au niveau des services de secret des États-Unis, de la Russie? Ça, c'est le premier volet. Alors, on sait aussi qu'il y a quand même eu un bulletin émis par le département d'État américain pour signaler d'éventuelles attaques au niveau de la Russie, mais ça a été ignoré. Alors, je ne sais pas si c'est le terme. Est-ce que cela a été ignoré? Je ne suis pas certain. Mais je trouve que, oui, il y a une faille au niveau des renseignements, au niveau de la FSB. Mais je suis conscient que le président Poutine fait une bonne lecture de tout cela et saura situer les responsabilités. Parce que ce type d'attentat, à ce niveau, il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai, il faut chercher ceux qui sont à l'origine de cet attentat, qui sont à l'origine de ces crimes odieux, mais au fond aussi, il faut voir au niveau de la sécurité intérieure qui sont ceux qui ont failli, parce que c'est certain qu'il y a eu des failles à un moment donné pour que cela passe sous le manteau et que cela soit effectif. La deuxième chose, je pense que la finalité de cette guerre risque d'être une défaite pour toutes les parties impliquées, notamment la Russie. Je prends l'exemple de toutes les guerres qu'il y a eu après 1945. Les Américains, malgré leur état de superpuissance, de première économie militaire, ont perdu Afghanistan. Au Vietnam, face à des paysans. C'est-à-dire face à des paysans qui n'avaient que des armes rudimentaires, que des armes blanches. Ils ont tout de même perdu. Ils ont perdu en Afghanistan. Ils ont perdu en Libye, en Irak. La liste est tellement longue qu'aujourd'hui, ce n'est plus la puissance militaire qui fait office de victoire. Ce n'est plus le cas. Parce que si vous avez en face une société qui riposte, ça va être difficile d'aller au bout de votre programme militaire et guerrier. L'autre chose aussi que je souligne, c'est que face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je trouve que Poutine doit mettre de l'eau dans son vin et commencer les réelles négociations. J'ai l'impression qu'il est toujours sur un pied de guerre et veut profiter de cette situation au maximum en fragilisant les positions occidentales, ce qu'on peut comprendre parce qu'avec l'histoire de la Russie avec les Occidentaux, avec les multiples coups bas qu'il y a eu, eh bien, on peut comprendre ce type d'attitude. Mais de l'autre côté, on ne peut pas comprendre que dans la recherche d'une stabilité et d'une paix durable et dans le monde et au cœur de l'Europe, on puisse continuer à mener cette guerre qui fait beaucoup de victimes, il faut le rappeler, et qui continue d'impacter sur plusieurs paramètres, d'où l'appellation d'un conflit
mondialisé. Alors, nous allons du côté des Nations Unies, résolution américaine pour un cessez-le-feu à Gaza, veto russe et chinois. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni il y a quelques jours pour une nouvelle résolution, cette fois américaine, concernant la guerre à Gaza. Laurent. C'est le tac au tac. C'est le tac au tac. C'est la réponse du berger à la bergère. Les Américains se sont toujours opposés à toute résolution. Ce n'est pas pour eux maintenant qu'on va accepter. C'est la diplomatie, c'est la géopolitique qui se joue. Ce qu'ils proposent ne répond pas à l'agenda des autres parce que les autres avaient déjà proposé plusieurs résolutions et eux se sont opposés parce que ça ne les arrangeait pas. Je pense que ça montre une fois qu'au-delà du droit de veto, il faut que les gens négocient. Ça montre que ce droit de veto ne pourra pas résoudre les problèmes de manière structurelle. Il faut que les gens sachent que nous sommes des humains et que certaines personnes ne peuvent pas avoir un droit exclusif dans la gouvernance du monde entier. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on oublie les prérogatives ou bien les dominations, les puissances des autres et qu'on discute entre nations, entre humains. Mais les gens viennent à la table de négociation comme les super puissants. Et tant qu'on ne va pas changer ce mécanisme qui minimise les nations, qui donne de la puissance à certains au détriment d'autres, on ne bougera pas. Chaque fois, les livres vont bouger. Et moi, je suis heureux. C'est vrai que la situation à Gaza n'est pas réluisante, mais je suis heureux qu'entre eux, ils se font la guerre. Si cette guerre de droit de veto refusé et autres pourra nous aider à changer le mécanisme de gouvernance de l'ONU, ce sera bien. Mais ce qui est sûr, les autres ne vont pas pardonner aux États-Unis leur arrogance qu'ils ont tenue face, leur arrogance et leur, je dirais, indulgence face à la souffrance des Palestiniens et autres. Ils protègent Israël et ils veulent que les autres acceptent leur dessus. Je pense que les autres ont raison, pleinement raison d'avoir une position rigide aussi en face d'eux. Vous êtes consultant en relations internationales, expert, comme je l'ai dit lors de la présentation. Alors, comment comprendre aujourd'hui que, malgré la situation alarmante des Gazaouis, on continue d'observer et de constater ce cynisme lors des discussions de ces 5 grands au niveau de ce Conseil de sécurité? Alors, ça rappelle une chose importante et on doit être clair là-dessus, c'est que le Conseil de sécurité est en état de mort cérébrale. Depuis 1945, oui, l'ONU a été instaurée pour maintenir une sorte de dynamique de non-guerre. Et je ne sais pas si c'est fait de façon consciente ou non, mais tout le monde ignore la vraie définition de ce qu'est la paix. Pour l'Occident, pour ces superpuissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, la paix est définie comme la non-guerre, ce qui n'est pas pour autant vrai. Et dans cette perpétuation de la domination dans le monde, l'ONU a été basée sur une fausse dynamique multilatérale. Alors, multilatérale, certes, on retrouve 191 États, effectivement, au sein de cette organisation, mais dans le fond, cette organisation est régie par 5 États, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Alors on se demande pourquoi. Alors dans un premier temps, oui, c'était les grands gagnants de cette guerre et il fallait tout de même se baser sur leurs avis, sur leurs opinions. Sauf que quand leurs opinions divergent, le monde s'arrête. Les conflits ne trouvent pas d'issue. Les résolutions sont bloquées. Et cette résolution démontre une nouvelle fois sur la résolution sur Israël, enfin sur la situation en Palestine, dans la bande de Gaza pour être plus précis. Cette situation démontre une nouvelle fois que le Conseil de sécurité finalement ne sert à rien, ne sert pas à résoudre les problèmes sociaux et sociétals des populations dans le monde. Et ce n'est pas seulement l'épisode gazaoui qui le démontre, mais à plusieurs niveaux, ce Conseil de sécurité a paralysé l'organisation de certaines dispositions dans le monde, a paralysé des évacuations sanitaires, a paralysé la résolution des conflits de façon indirecte. Et c'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui pour contextualiser ce Conseil de sécurité qui n'est plus crédible. Et si vous entendez les BRICS qui veulent être désormais une alternative, on peut comprendre qu'il y a des situations qui ne bougent pas en réalité. Est-ce volontaire? L'avenir nous le dira. La deuxième chose, c'est que par rapport à cette résolution, écoutez, moi, je suis d'accord qu'il y ait un cessez-le-feu. Je suis d'accord qu'on puisse secourir ceux qui sont dans le besoin. Mais en revanche, je me range du côté des arguments de l'Algérie.
Monsieur Benjama, qui est le représentant Les pays arabes, et des pays arabes à ce conseil, justement, a voté contre. même si Parce c'est que la que- Russie et la Chine. Hein. Exactement, parce que, alors pour d'autres raisons, bien entendu, c'est de... Oui, mais même si c'est pour d'autres raisons, quand même, ces 3 pays ont quand même voté contre le veto américain. Et au passage, ils ont estimé que le message américain n'était pas assez clair. Alors, comment voulez-vous qu'un message soit clair si dans 41 paragraphes qui contenaient environ 2036 mots, on n'appelle qu'une seule fois l'État d'Israël? Une seule fois. Et comment voulez-vous que cette résolution puisse faire l'unanimité si on n'évoque à aucun moment dans cette résolution la responsabilité de l'État d'Israël qui a quand même occasionné ces milliers de morts? Il faut qu'on en parle. Et je pense que la mémoire ne doit pas être traitée de stupide, surtout dans ce giron international. Et je donne toutes les raisons à la Russie, à la Chine, à l'Algérie d'avoir voté contre. Je trouve que aussi la Guyana qui s'est abstenue lors de ce vote. Donc je trouve que on n'est pas sorti de l'auberge en réalité. Il faudrait qu'on trouve des solutions pérennes. Et je le répète une nouvelle fois, ce n'est pas parce que l'ONU a échoué que les autres ONU aussi ont échoué. Non, il y a d'autres ONU qui existent comme l'UNHCR, comme l'OMS, comme l'OMC, qui font quand même un travail remarquable sur le terrain. Pourquoi ça marche chez eux et pas chez l'ONU? Parce que eux, ils s'intéressent au volet social. Et Kofi Annan disait que la seule façon de contourner le Conseil de sécurité, c'était de passer par le volet social. Et aujourd'hui, ça le démontre une nouvelle fois. Il faudra faire des actions qui aillent au-dessus de ce Conseil, sans quoi on sera dans un blocage permanent et perpétuel. Alors, nous connaissons tous la position de la Chine et de la Russie. Alors, vous croyez que si cette résolution était portée par un autre pays, elle pouvait passer? C'est pas évident que ce qu'elle passe si elle ne rentre pas dans les canons prévus par les gens, parce que les autres veulent un équilibre. Les autres veulent qu'on sente qu'Israël est davantage responsabilisé. Les autres veulent qu'on traite les deux peuples à part égale. Parce qu'il y a tendance à traiter le peuple d'Israël à part et à traiter les Palestiniens à part. Tant que cette considération n'est pas prise en compte, je pense que les autres vont toujours s'opposer. Et ils verront peut-être derrière de la manipulation, que ce soit n'importe quel pays. Parce que eux, ce n'est pas au-delà des questions qui sont liées à ce que nous connaissons. Le problème qui se pose depuis toujours au Conseil de sécurité par rapport à Israël, c'est qu'on ne veut pas que Israël soit responsabilisé. On ne veut pas reconnaître qu'Israël a une part de responsabilité dans toutes les crises et les scandales, les meurtres qui ont lieu. Si la résolution ne tient pas compte de ça, je pense que les gens vont toujours s'y opposer. Mais si elle tenait compte et puis ça fait un peu d'équilibre, ça pourrait passer. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le conflit entre la Chine, les États-Unis et consorts aura toujours tendance à transparaître dans certaines résolutions. Et ce n'est pas évident que les gens soient prêts à accorder ce grand privilège aux États-Unis, que ce soit les États-Unis qui arrivent enfin à trouver la résolution dans les questions de relations internationales, de diplomatie et autres. Parce que dans ces relations, il y a tellement de retombées diplomatiques et autres. Je pense que tant que les États-Unis vont porter et qu'on ne va pas sentir que c'est une résolution portée par plusieurs nations. Si c'est une nation, elle va avoir des problèmes. Mais si c'est porté par plusieurs nations, je pense qu'elle a les chances d'être réussie. Mais quand c'est seulement les États-Unis qui portent un seul pays, ça va difficilement adopter. Oui, lorsqu'on écoute un peu les représentants de ces pays au niveau du Conseil de sécurité, on se pose la question de savoir est-ce que quelque part ils n'ont pas raison d'avoir cette crainte-là que cette résolution pourrait éventuellement permettre à Israël de véritablement percer dans Rafah. Mais oui, je trouve que c'est le cas aujourd'hui. Israël, c'est un État qui est devenu un État de non-droit. C'est un État qui est devenu autoritaire sous le gouvernement de Benjamin Netanyahou, et cela se démontre tous les jours. Il faut faire le constat factuel des choses aussi à ce niveau, qui a occasionné plus d'1 million de réfugiés à Rafah, qui a occasionné ces millions de déplacés hors de la bande de Gaza. Selon les Israéliens, c'est là-bas que les gars du Hamas sont réfugiés maintenant. Alors, qui ne respecte pas, parce que vous savez, même en temps de guerre, il y a le droit de guerre qui existe. Qui ne respecte pas le droit de guerre? Qui a ordonné l'attaque militaire terrestre dans la bande de Gaza?
Donc, je pense que si vous répondez à toutes ces questions, vous allez comprendre en réalité qu'il y a un coupable dans cette histoire que, de façon tacite, les Américains ne veulent pas reconnaître. Et c'est tant mieux, parce que tant qu'il n'y aura pas une résolution limpide, claire, qui condamne avec fermeté ces actes, je pense que on va tourner autour du pot. Israël va continuer ses exactions. En tout cas, le gouvernement de Benjamin Netanyahu va continuer ses actions. Et ce sera malheureusement la population arabe, palestinienne qui risque d'en souffrir. Voilà. Nous nous rendons en Amérique, et là nous sommes en Amérique latine, pour cause de falsification de certificats de vaccination contre le Covid-19, la police fédérale a recommandé l'inculpation de Bolsonaro. Alors dites-nous un peu, ils avaient suffisamment de preuves, la police fédérale, contre l'ex-président brésilien. Vous savez, les deux hommes d'État brésiliens, je pense que c'est une guerre éternelle entre les deux. Ah oui? Lula da Silva, entre-temps, c'était Bolsonaro qui était derrière lui, qui s'acharnait contre lui. Maintenant, lui aussi vient s'acharner contre lui. Peut-être que les deux savent de quoi il est question. Sur ce sujet, j'attends vraiment que les enquêtes se poursuivent et que la justice dise ce qu'elle veut dire réellement. Sinon, je vois davantage cette politisation de la justice africaine se déployer dans les Amériques. Parce que c'est une pratique africaine. Donc vous estimez que c'est un problème politique? En fait, hier j'étais en Afrique, on voyait de ces gens de scène. Aujourd'hui, on voit ça aux États-Unis, on voit ça aussi au Brésil. Je pense que l'Afrique est en train de faire école. Attendons de voir la fin des épisodes pour mieux comprendre. Parce que on a vu comment Lula a été attaqué l'autre-temps, et puis après il réussit à prendre la présidence. Et Jair n'est pas encore vieux, et Jair a tendance encore à revenir. Et on veut encore l'empêcher de venir. Je pense que c'est une pratique africaine qui a d'être expérimentée là-bas. On va voir la suite pour mieux apprécier. Oui, grâce à ce dossier sur la Covid-19, est-ce qu'on peut finalement dire que les autorités de Brasilia pourront enfin mettre la main sur l'ex-président? Écoutez, les questions judiciaires restent de l'ordre judiciaire. Et je pense qu'en l'occurrence, Jair Bolsonaro est une personnalité clivante qui crée beaucoup de polémiques sur son passage. Et ça, c'est des choses qu'on note. Sa gestion du pouvoir a laissé deux Brésils finalement. Il y a un Brésil qui se calque aux idées de Lula avec son parti socialiste, voilà, je vais y arriver. Et de l'autre côté, un Brésil qui est calqué sur les idées de l'extrême droite. Donc, deux Brésils distincts l'un de l'autre. Et ça continue. Je note à travers l'intervention de Lord Faton que, effectivement, cette question qui devrait rester de l'ordre juridique ou juridictionnel est en train de basculer vers le politique. Et c'est tout de même dommage parce que il faut le dire, c'est un acharnement politique contre Jair Bolsonaro. C'est vrai qu'il est un peu l'auteur de tout ce que Lula a traversé, mais Lula n'est pas exempt de tout reproche en matière de gouvernance. Et ça, c'est des choses qu'on doit noter. C'est que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, les gouvernants ont tôt fait de croire que la gestion de l'État, c'est la gestion de leur famille, que c'est la gestion de leur entreprise privée. C'est pas du tout le cas. Il y a une justice après la gouvernance. Et aux chefs d'État africains avisés, ils doivent comprendre qu'après le pouvoir, il y a une vie normale. Et dans la vie normale, vous pouvez rattraper par des problèmes. Pourquoi est-ce que tous les deux, vous estimez que c'est juste, comment dire, un acharnement politique? Parce que même l'avocat de l'ancien président brésilien a souligné cet aspect-là, que c'est un acharnement politique. Pourquoi aujourd'hui on brandit ça? Vous savez, c'est que c'est le contexte même. Oui, généralement on dit quand on gère quelque chose, à des moments il faut des comptes. Oui, on ne refuse pas, mais c'est le contexte brésilien qui est que s'il n'y a pas cette déguerre qui atteint un niveau très élevé entre les deux, on pouvait même leur accorder le besoin de doute. Oui, mais il n'a pas remplacé directement Lula. Avant Lula, avant lui, il y avait quand même la dame.
Vous savez, c'est quand il dit qu'en fait, c'est le contexte brésilien qui n'est pas favorable. Par exemple, ça se passait en France. On a condamné Sarkozy sans qu'on ait posé autant de questions. Mais le contexte sulfureux entre les deux acteurs, parce qu'ils sont clivants les deux. Lula avec la masse qui est derrière lui et puis qui le soutient, il croit qu'il est un demi-dieu pour cette partie du peuple brésilien. L'autre, lui, il est plus que Dieu même. Parce que il est plus que Dieu. Et puis, quand on voit les deux, on se dit que les deux là, ils sont dans une logique guerrière. Et ils veulent peut-être qu'ils ont des descendants africains. En tout cas, ils ne veulent pas s'arrêter. Tout le monde croit que ces deux là, c'est une guerre politique qui se déploie. C'est évident, hein. Il peut y avoir quelque chose à reprocher à Jair dans cette gestion de vaccins qu'on sort liée à la Covid. Mais au-delà de cette histoire, je pense qu'il faut voir cette guerre entre les deux, parce que le contexte est tellement quand même favorable à ce qu'on émette des doutes sur la sincérité du dossier. Et aussi, pourquoi ce dossier? N'y a-t-il pas d'autres dossiers qu'on peut trouver? C'est ce dossier seulement de Covid qui est d'abord un dossier polémique. Parce que la question de Covid... parce qu'au passage, il ne s'est pas fait vacciner, hein? Donc, c'est pour ça que il a un anti-vaccin. Voilà. C'est d'abord un dossier polémique. Et c'est le dossier polémique qu'on va chercher. Vous comprenez? On peut trouver d'autres dossiers même. Et on pourrait quand même dire, mais c'est déjà... C'est tout dossier d'ailleurs polémique. C'est qu'on cherche quand même vraiment... Je rajoute quelque chose d'important, c'est que vous allez constater qu'en Amérique latine et en Occident et dans le monde, la montée de l'extrême droite. Très bien. Et ça occasionne certains hommes à la tête, enfin ça occasionne l'élection de certains hommes à la tête de certains grands États. Et la conséquence directe qu'on a, c'est que quand ces hommes descendent du pouvoir, vous avez l'opinion qui est fracturée en deux. Et c'est une guerre qui devient permanente. Prenez l'exemple des États-Unis, qui ont longtemps été l'école de la démocratie dans le monde. Mais quand Trump est arrivé avec ses idées de souverainiste, avec ses idées de America First ou de America Great Again, à la fin, on a finalement eu deux Amériques. Et aujourd'hui, il poursuit ses déboires en essayant de répondre à la justice face à ce qu'il a commis avant d'être élu président et pendant son mandat également. Donc, ça prouve que les hommes qui prônent des idées de l'extrême droite ne sont pas des demi-dieux et que derrière aussi, ils traînent leur casserole. Et pour revenir à Jair Bolsonaro, je finirai là-dessus, je pense que c'est de l'acharnement. Je continue, j'insiste là-dessus. Parce que si on veut battre un homme dans l'arène politique, il faut le battre avec les idées politiques. Sinon, ça ressemble un peu à un piège africain sans fin. Alors, dernier sujet très rapidement. Là, nous sommes du côté de Taïwan. Des avions militaires envoyés à Taïwan par Pékin, 36 avions militaires chinois ont été détectés autour de l'île de Taïwan. Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi les Américains et autres ne veulent quand même pas laisser les autres parties du monde entier se gouverner normalement. Parce que vous savez, les États-Unis ont tout fait pour que leur territoire soit protégé, que les 51 des États soient protégés et que personne n'y touche. Et cette guerre où on veut que Taïwan se détache de la Chine, je pense que... Mais Hawaï est détaché, Honolulu aussi, ils sont détachés du continent. Je n'ai pas refusé, mais les Chinois ont tout intérêt à sauvegarder cette partie dans leur territoire parce que c'est un poumon économique qui est là. Et ce poumon économique, les États-Unis font tout pour se la rapprocher. Parce que la question est là. Si c'est qu'on voulait que Taïwan se libère, soit indépendant pour lui-même, c'est bon. Mais les Américains veulent avoir ça comme leur chasse gardée. Les Chinois ne veulent pas l'entendre. C'est-à-dire que c'est normal que les Chinois cherchent tous les moyens, comme les Russes, par rapport à l'Ukraine, cherchent tous les moyens pour pouvoir récupérer. Qu'on ait détecté des chars, de la ville là ou pas, ce qui est sûr, chacun sauvegarde ses intérêts. Les Chinois sauvegardent leur intérêt par tous les moyens. C'est la réponse que moi j'attends. Si ce qu'on dit est vrai, j'attends la réponse. Mais les Chinois ne dormiront pas tant qu'ils vont sentir que les États-Unis veulent se positionner à côté d'eux là. Parce que ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est le positionnement américain à côté d'eux là qui est l'inquiétude. Comme pareil pour la Russie avec l'Ukraine. C'est que personne ne veut avoir un ennemi aussi proche de lui. Sa maison. Sa maison. L'ennemi ne peut pas venir bâtir sa maison à côté de ta maison. Il faut trouver un moyen pour l'écarter un peu.
Et c'est la question. Les Chinois ne dorment pas. Tu n'es pas dormi. Alors, c'est la toute dernière question. Vous qui êtes expert en relations internationales, dites-nous un peu cet après-midi, pendant combien de temps croyez-vous que ces intimidations de la Chine pourraient durer sans toutefois aller jusqu'à la véritable guerre? Écoutez, en 1938, l'Allemagne nazie d'Hitler avait évoqué quasiment les mêmes raisons en disant de la Tchécoslovaquie à l'époque que la région des Sudètes devrait être rattachée à l'Allemagne. Alors, les Français et les Britanniques y ont trouvé un inconvénient puisqu'ils avaient un accord avec les Tchécoslovaques. Et c'est un peu le parallèle aujourd'hui. Les Américains ont un accord tacite avec Taïwan et à chaque fois quand la Chine déploie ses ailes ou son armement ou sa base navale dans la région taïwanaise, eh bien il y a toutes ces répercussions dans la presse, dans les médias, au point où on en parle aujourd'hui dans une capitale africaine, à Cotonou. Donc, c'est certaines choses c'est l'actualité internationale. Effectivement, ça prouve une nouvelle fois que c'est inquiétant et qu'il va falloir dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que la dynamique de la Chine, c'est une dynamique parfois qu'il faut réfréner. C'est vrai, c'est les questions qui concernent la Chine. C'est vrai, quand on évoquait la souveraineté, ça fait partie de ces questions en réalité. Quand on veut évoquer la souveraineté, en principe, on doit laisser la Chine gérer ses problèmes à l'intérieur sans s'impliquer directement. Mais s'il faut dénoncer pour éviter le drame, il faut le faire. Je pense que si Daladier et Chamberlain n'avaient pas conclu cet accord à Munich, en 1938, il n'y aurait peut-être jamais eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'il faut parfois prendre des résolutions, peut-être faire de grandes déclarations pour empêcher le pire. Mais le véritable drame, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands hommes d'État, il n'y a plus de grands penseurs qui puissent avertir, qui puissent communiquer suffisamment pour qu'on évite le piège de l'histoire. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la télévision, nous avons fait le tour du monde pour décrypter l'actualité internationale. Nous sommes allés au Ghana, en Russie. Nous avons fait une petite escale du côté du siège des Nations Unies. Nous sommes allés au Brésil et nous avons terminé par Taïwan pour décrypter l'actualité internationale ce lundi. J'étais avec Laurent Delors Faton, il est acteur politique. Merci. Ça fait plaisir. Également avec nous, il n'est plus à présenter, Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales et consultant. Merci. À bientôt. Chers internautes, comme il a dit, à bientôt. Retrouvons-nous le lundi prochain pour un autre décryptage. Au revoir, mais d'ici là, restez câblés aux télévisions, la meilleure des web télé.